Nous arrivons en vue de Val-d'Or, une ville située à approximativement 520 km à vol d'oiseau de Montréal, en direction nord-ouest. C'est une ville minière qui compte aujourd'hui environ 33 000 habitants. Les mines ont attiré un grand nombre d'immigrants, de toute provenance, ce qui a donné à cette agglomération un caractère multiculturel bien marqué. Chaque groupe culturel possédait généralement son lieu de culte distinct. Au fur des ans, ces temples et ces églises ont disparu, ou ont été affectés à d'autres usages. Mais voici qu'au loin nous voyons apparaître un charmant bâtiment, surmonté d'un petit bulbe. Cette église de modeste dimension, mais de jolies proportions, est l'église orthodoxe russe Saint-Nicolas. Elle ne sert plus au culte et est désaffectée depuis de longues années. L'église Saint-Nicolas a été consacrée en 1954. Ses plans ont été réalisés par Theodor Kulomzin. Cette église comprend une nef carrée, adjacente à un sanctuaire orienté vers l'est, tandis que de l'autre côté, vers l'ouest, se trouve un espace distinct appelé narthex. Le plan montre un petit porche où se trouve la porte d'entrée. Cependant, cette dernière adjonction n'a pas été réalisée. De même, la cheminée en briques qui figure sur le plan de l'église, elle aussi n'a pas été construite. Le chauffage se faisait par des plaintes électriques. La nef est surmontée par un petit bulbe supporté par un tambour de section circulaire. Au sommet de l'église se dresse une croix à 8 branches, réalisée en tôle découpée de forte épaisseur. L'extérieur de l'église est couvert de bardeaux d'amiante. Le toit est fait de bardeaux d'asphalte, à l'heure actuelle en mauvais état. Et l'édifice tout entier est éclairé par de nombreuses fenêtres ogivales. Theodor Kulomzin, que nous voyons à droite de la photo, est né en Russie en 1906. Le père de Théodore fut Yakov Anatolievitch Kulomzin, né en 1874. Il fut l'époux de Olga von Meyendorff, née en 1878 et décédée en 1939. Yakov Anatolievitch Kulomzin mourut en 1919 à Kiev, tué par les bolcheviks à l'âge de 45 ans. Il fut représentant de la noblesse de Kitchemiensk, dans le district d'Ivanovsk, et fut conseiller à la cour. Theodor Kulomzin appartenait donc à un milieu de la petite noblesse russe et gardait certainement un souvenir ému de l'assassinat de son père par les bolcheviks. Théodore a émigré au Québec au milieu des années 30. Habitant à Val-d'Or, il travailla au sein de l'entreprise Kulomzin, Geoffroy, Brossard et compagnie jusqu'en 1959.
date à laquelle il devint professeur et directeur du département de géophysique de l'École polytechnique de Montréal. En tant que professeur, il a laissé une profonde empreinte sur plusieurs générations d'étudiants. En tant qu'innovateur, il a obtenu des brevets en 1951 et 1952 pour des magnétomètres et en 1958 pour un procédé électrique appliqué aux opérations de forage. Notons qu'il décéda en 1972. Sur cette photo, nous le voyons en une attitude décidée devant une installation minière, telle qu'on pouvait la voir à cette époque. Théodore Koulomzine vécut avec son épouse, Maria Nikolaïevna Sherbatova, surnommée Moussia. Elle naquit en Russie en 1905 et s'éteignit à Montréal en 1971. Pourquoi nous intéressons-nous à cette petite église désaffectée, située dans le tissu urbain de la ville abitibienne de Val-d'Or? En ce qui me concerne, je crois que les grands cataclysmes historiques se comportent comme ces tsunamis qui font de terribles ravages en leur lieu d'origine. Ensuite, la vague fait le tour de la planète et finit par produire un modeste ressac sur notre rivage, si éloigné soit-il. L'éloignement n'est qu'une apparence. Tout finit par arriver jusqu'à nous, sous une forme heureusement diminuée. L'église Saint-Nicolas de Val-d'Or en est un bel exemple. Ce bâtiment est certes bien modeste et relativement petit, mais il témoigne d'une histoire qui remonte très loin dans les siècles écoulés. Entre ces murs s'éleva la prière de ceux et celles qui vécurent une épopée à la fois tragique et grandiose. Ayant vu autour d'eux s'effondrer l'univers glorieux de la Russie impériale, pour être contraints ensuite de tout rebâtir à zéro sur une terre étrangère et au départ totalement inconnue. Serions-nous capables, nous qui vivons dans le confort et dans l'indifférence, d'une telle résilience et d'un tel courage devant l'adversité? Nous pouvons nous poser la question. Ainsi donc, cette Église se présente à nous comme une petite porte qui nous relie à un énorme bouleversement historique, la révolution bolchevique qui conduisit au communisme soviétique. Nous en ressentons encore les conséquences à l'heure actuelle. Commençons notre promenade dans le temps. Au départ, nous avons sous les yeux Théodore Koulomzine, concepteur des plans de l'Église, et son épouse Maria Nikolaïevna Sherbatova. Les pieds sur de robustes raquettes, nous les surprenons en train de pique-niquer courageusement par moins 11 degrés centigrades, se réchauffant en buvant une tasse de café et grignotant de succulentes sardines. Nous sommes en mars 1940 et nous voyons que Théodore garde à portée de main ses outils de travail en tant que géologue. La lignée des Sherbatov, dont fait partie Maria, est une ancienne famille de la noblesse russe. Le père de Maria Nikolaïevna Sherbatova fut le prince Nicolas Borisovitch Sherbatov, qui naquit en 1868. Il fut ministre de l'Intérieur en 1915. Le prince Nicolas décéda à Starnberg, en Bavière, le 23 juin 1943, à l'âge de 75 ans. Il fut l'époux d'Alexandra Mikhailovna Petrova-Salova, qui naquit en 1875 et décéda en 1918. Ils eurent 3 enfants, Maria, Oleg et Gleb. Maria est, comme nous le savons, la future épouse de Théodore Koulomzine. Oleg Nikolaïevitch Sherbatov naquit en 1890 et décéda en 1928. Il avait 20 ans lorsqu'il quitta la Russie en 1910. Il mourut en France, à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, la veille de sa 38e année. Gleb Nikolaïevitch Sherbatov naquit en 1901. Il épousa Marie-Louise Demery-Koul
Il décéda à Bruxelles le 28 décembre 1966 à l'âge de 65 ans. Cela nous donne une petite idée du milieu familial de Maria. Une autre personne va apparaître devant nos yeux. C'est Louise Patin. Sur cette photo que l'on peut situer dans les années 20, nous l'apercevons à droite à côté de ses sœurs Clémence et Charlotte. Elle est née le 16 avril 1867 au Havre. Elle décéda le 21 avril 1948 à Tillières-sur-Avre, bourgade d'1 millier d'habitants, située à 47 km au nord-ouest de Chartres. Elle était âgée de 81 ans. En 1900, son père, Edmond Patin, lui apprit, de la part d'un officier de la marine du Tsar, que plusieurs familles de la cour impériale de Russie cherchaient des professeurs de français. Louise partit donc pour la Russie. En la gare du Nord à Paris, elle monta dans le train pour un voyage qui dura 2 jours et 2 nuits. Ainsi donc Maria Nikolaïevna Sherbatova, celle-là même que nous allons finalement retrouver au Québec à Val-d'Or, reçut, en la demeure du prince Nicolas Borisovitch Sherbatov, des leçons de français données par sa préceptrice Louise Patin, et cela en compagnie de ses 2 frères, Oleg et Gleb. D'autre part, Louise Patin enseignait aussi le français aux enfants de la princesse Palais, épouse du grand-duc Paul, qui lui-même était oncle du tsar Nicolas II. Nous sommes à Tsarskoye Selo, localité appelée Pouchkin, à l'époque communiste. À 25 km au sud de Saint-Pétersbourg, à proximité de l'épicentre du pouvoir impérial. Heureusement pour nous, Louise Patin a tenu son journal tout au long des événements de la Révolution. D'autre part, la princesse Palais a publié en 1923 ses souvenirs de Russie. Cet écrit a une grande valeur historique, car la princesse vivait dans l'entourage immédiat du tsar. De plus, les souvenirs sont très bien écrits et se lisent comme un roman. Cependant, le journal de Louise Patin nous intéresse davantage, car elle décrit ce qu'elle a réellement vu, entendu et subi au cours de sa vie quotidienne. De plus, celle qui sera Marie Koulomzine, et que nous désignerons désormais par son surnom familier et affectueux Moussia, apparaît régulièrement au cours du récit. Malgré la faible qualité du cliché, cette photo est vraiment intéressante. Elle nous montre sur les marches du château de Terny le prince Nicolas Sherbatov, qui pose sa main sur l'épaule de sa fille Moussia. Nous remarquons à ses côtés son fils Oleg, et au premier plan, nous voyons Louise Patin. Le 28 février 1917, Louise écrit fiévreusement dans son journal. Petrograd était hier en pleine insurrection. Les mitrailleuses qui avaient été hissées en secret sur les toits des maisons fauchaient dans les rues. Plusieurs monuments, entre autres le ministère de la Justice, flambaient. Des monceaux de cadavres et de blessés s'entassaient sur des voitures. Des autos blindées chargées de soldats brandissant le drapeau rouge sillonnaient la foule. La perspective Nievski, la rue Litiennaya, étaient des champs de bataille. Un seul régiment a tenu tête à la révolte, les 11 autres sont passés du côté du peuple. 11 heures du soir, nous finissons de dîner dans notre paisible appartement quand nous avons entendu des détonations et des cris lointains qui se rapprochaient peu à peu. Toute la ville est plongée dans la nuit noire, pas d'éclairage. Aussi ces cris et ces sifflements de balles semblent encore plus sinistres dans cette obscurité. Le 1er mars, Louise poursuit son récit. Tout le bruit entendu hier soir et qui dure encore en ce moment se passait dans les casernes du quartier Sophie, à 10 minutes d'ici. D'affreuses batailles y ont eu lieu entre soldats. Plusieurs officiers ont été tués. Les soldats qui refusaient d'arborer le drapeau rouge étaient massacrés. Une quantité de magasins ont été pillés, surtout les dépôts de vin et de liqueurs. Je viens de voir des soldats et des moujiks ivres
sortant des sous-sols de la maison située dans notre jardin. L'un d'eux, malgré le froid de 13 degrés au-dessous de zéro, avait pour tout costume une chemise de toile rose. Pourvu que ces gens ne s'avisent pas de monter chez nous, nous avons fermé nos 2 portes à clé. C'était assurément une précaution assez dérisoire que de tourner la clé dans la serrure. Le jeudi 2 mars. Ce matin, je suis allé au Palais Paul. La princesse Palais m'a reçu très aimablement. J'ai été frappé du changement qui s'est opéré en elle. En 3 jours, elle a vieilli de 10 années. Je recommencerai demain les leçons jeune princesse. Dimanche 5 mars. J'ai voulu aller à Pétrograd. J'ai été impressionné tout d'abord par l'aspect insolite que présentait la ville, toute chaude encore de l'émeute. J'ai vu des murs noircis, des ruines fumantes, des vitres étoilées par les balles. Une foule étrange se pressait dans les rues. On ne voyait que drapeaux et cocardes rouges. Des soldats faisaient la police. Dans les rues flottait encore une odeur de poudre. Vendredi 3 mars. Je suis allé chez la princesse Sherbatova pour voir comment elle et les siens avaient passé des journées précédentes. Nous avons causé longuement, chacun racontant les événements dont il a été témoin. Au mois de juillet, la situation a nettement empiré. Louise se confie à son journal. Les ennemis avancent, on parle de la rentrée prochaine à Pétrograd. Il fait froid, le temps est gris comme en automne, la ville semble morte. Nous commençons à souffrir réellement de la famine. On rencontre dans les rues des femmes du peuple et des grandes dames qui, le visage anxieux et amaigri, parcourent les magasins vides sans pouvoir trouver la moindre provision. Tout le monde paraît maigre, c'est à peine si l'on reconnaît ses amis. C'est une horrible chose que la faim. Il m'arrive de penser à tous les morceaux de pain que j'ai gaspillés dans ma vie. C'est daté du 12 juillet 1917. Nous voici maintenant en septembre 1917. Voilà ce que nous dit Louise. Mon départ a été décidé précipitamment. Le prince Nicolas Borisovitch Sherbatov, ayant pu obtenir un coupé de 3 places dans le train qui va à Kharkov par Moscou, la princesse m'a demandé de bien vouloir partir avec son mari et Moussia. Le prince nous accompagnera jusqu'à la station la plus proche de Terny. Il s'agit du domaine de Boris Sergueïevitch Sherbatov, maréchal de la noblesse de la province de Kharkov. C'est le père du prince Nicolas. Ce domaine fut situé en Ukraine, dans le Donbass, à 140 km de Poltava. Il n'en subsiste rien, d'autant plus que cette région est ravagée par la guerre en Ukraine. Voici une photo du Terny actuel. À Koursk, nous dit Louise, sur les quais de la gare, j'ai observé un véritable mélange de races et de types de toute nationalité. Au cours des wagons de marchandises se pressaient des soldats russes déguenillés, des prisonniers turcs, autrichiens, des Chinois, des Japonais et même des Kirghizes en longues robes asiatiques de couleur vive. Quel chaos amène cette guerre! Dans toutes les grandes gares traversées durant ce long voyage, c'est toujours le même spectacle de foule en guenilles, de désordre, de saleté, de misère. Le séjour dans le vaste domaine du prince Boris fut pour Louise, ainsi que pour Moussia, un moment de bonheur au milieu de la cascade de tragédies et d'épreuves qui survint lors de la Révolution. Le 8 septembre 1917, Louise nous dit « Depuis que nous sommes à Terny, chaque jour me semble un jour de fête. Je jouis avec délice de la paix, du soleil, de l'air pur, des fleurs, de la nature. Merci, mon Dieu, qu'il m'avait ménagé cette halte sur la route aride que je parcours depuis des mois. » Le vieux prince Boris Sherbatov est le type parfait de ce que l'on appelle déjà ici l'Ancien Régime. Grand seigneur dans ses moindres actions, d'une politesse exquise, s'exprimant en français très pur, il conserve une allure leste et agile, malgré ses 80 ans bien sonnés. Il est levé chaque matin à 5 heures, et j'entends ses petits pas pressés
arpenter sa chambre située au-dessus de la mienne. Ici, tous les serviteurs ont des allures d'avant la Révolution. Ils sont empressés, soumis, respectueux. Le prince continue à être pour eux le seigneur, le maître. Mais peut-on savoir ce qui se cache sous ces apparences? On commence à s'apercevoir au château que les approvisionnements deviennent plus difficiles. Le samedi 9 septembre 1917, le prince Nicolas, père de mes élèves, arrivé hier, nous a raconté une scène qui s'est passée dans la salle du buffet de la gare de Kharkov. Les officiers de cavalerie étaient assis à une table. Une seule chaise restait vacante. Un soldat arrive, s'y installe, commence à enlever ses habits et arrive à sa chemise. Alors les ordonnances des officiers se jettent sur lui, l'arrachent de son siège, le lancent sur le quai et le piétinent jusqu'à ce que son corps ne forme plus qu'une bouillie sanglante. Voilà les choses affreuses qui se passent non loin de nous. Ici le soleil brille, les roses embaument, le couchant empourpre les arbres du parc. Je vis dans le jardin. Ma petite Moussia suit mon exemple et reprend force et couleur. Le 21 septembre. Je me suis enrhumé dimanche dernier. Je ne mentionne ces bagatelles que pour garder le souvenir d'une gentille attention de Moussia. Hier soir, en rentrant dans ma chambre pour me coucher, j'ai trouvé ma petite élève encore debout, m'attendant malgré l'heure avancée. Sur la table près d'elle étaient préparés un flacon d'essence de térébenthine et un rouleau de flanelle. « J'ai demandé cela pour vous, à la femme de chambre, » me dit-elle, « et je vous ai attendu pour vous aider à vous frictionner. » Ce matin, elle s'est précipitée chez son grand-père pour lui annoncer que je suis enrhumée, car elle adore colporter les nouvelles, de si peu d'importance qu'elles soient. Elle est revenue triomphante, me dire que « Grand-père vous prie de ne pas sortir aujourd'hui, et surtout vous interdit de faire la lecture jusqu'à ce que votre voix soit complètement guérie. » Rappelons que Moussia avait 12 ans en 1917. Le même jour, Louise poursuit sa réflexion dans les pages de son journal. Je n'ai vu nulle part traiter les serviteurs avec plus d'égard que dans certaines grandes familles russes. À Terny, il y a des domestiques qui comptent 40 années de service dans la maison. Les nouveaux venus y sont depuis 10 ans. Tous sont respectueux, affables. Les idées nouvelles ne les ont même pas effleurées. Le 27 septembre 1917, Louise note dans son journal. En faisant notre promenade matinale, nous avons rencontré un ancien serf, surveillant des étables du château depuis de longues années. J'ai admiré la tête blanche de ce moujik de 79 ans, encore droit et alerte. Il nous a raconté qu'il est propriétaire d'une petite terre de 15 arpents, située dans les environs, et que depuis la Révolution, tout y est dévasté. On lui a cassé ses arbres fruitiers, arraché ses clôtures. Chose étonnante, ces vieux serfs, dont on se plaît à étaler les souffrances passées, sont, du moins tous ceux que j'ai rencontrés dans les campagnes de Russie, les plus zélés partisans du régime tsariste et les plus dévoués aux descendants de leurs anciens maîtres. Et Louise continue sa réflexion. Toute œuvre humaine qui tente, en renversant l'ordre divin, de mettre la jalousie, l'envie et la haine à la place de la foi, est fausse et ne saurait donner le bonheur au pays qu'elle bouleverse. Je suis persuadé que la Russie ne fera que s'enliser chaque jour un peu plus dans l'abîme. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette première partie de notre récit. Louise, chargée de la responsabilité des enfants Oleg, Gleb et Moussia, partent du domaine du Terny, à destination de Kislovodsk, dans le Caucase, via Kharkov. Au milieu d'un pays en proie à la guerre civile, ce petit groupe ne soupçonne pas encore l'ampleur des difficultés et des périls qu'il rencontrera. Le journal de Louise continuera de nous guider
au long de cette dangereuse aventure.